Bonjour Emmanuel, Bonjour Henri. on a changé notre décor. Ah oui, là vraiment on se croirait dans un vrai studio à TF1 Ah ou ben, à chicos, Antenne hein. 2. Hein. Oui, oui. Et on a tout là. On a des plantes vertes, Oui, oui, oui. le tableau d'IKEA, tout, on a tout. Bon, alors aujourd'hui, Quel va être votre sujet? alors le sujet, ben, on va prendre un sujet un peu perso bien sûr, mais Oui, qui a des conséquences plus générales. Alors j'ai reçu, comme d'habitude, d'un huissier qui s'appelle ABC Droit. J'ai reçu une signification avec commandement aux fins de saisie vente. Voilà, c'est ça, ça se présente comme ça. Oui, voilà, ça, voilà. Alors ça c'est très bien, c'est pas très cher, il y en a pour 2725 euros. Bon, c'est pas cher, vraiment, hein, quand même, c'est rien du tout. c'est un an de retraite, Oui. Alors, de votre retraite. de quoi s'agit-il? Absolument, il s'agit de Monsieur Prieuré. Alors, qui est Monsieur Prieuré? C'est parce que c'est quand même, vous allez voir, très intéressant. De son prénom, Monsieur Prieuré, de son prénom Pierre. Pierre Alors, Prieuré. Monsieur Prieuré était le directeur des services fiscaux de l'Hérault. À l'époque où les services fiscaux avaient décidé de redresser la succession de ma mère, et pour redresser cette succession que j'avais déclarée tout à fait normalement, ils avaient fait défaut. Ils ont fait défaut. Ils ont déclaré que les terrains étaient constructibles, ils ne l'étaient pas. Ils ont déclaré qu'il y avait un chemin qui les desservait, qui n'existait pas. Enfin, ils ont fait défaut. Bien. Ces faux, ils les ont produits en justice. Et lorsqu'ils les ont produits en justice, j'ai donc fait une procédure pour faux. Et j'ai donc visé le signataire de ces documents, qui était M. Prieuré, et donc directeur des services fiscaux. Ben, M. Prieuré, j'ai perdu, et j'ai été condamné à 5000 euros. Très bien. Bon. Alors que donc il y avait un faux. Bien. À la suite de ça, Mais vous avez prouvé qu'il y avait des faux. bien sûr, vous allez voir, c'est bien plus intéressant. À la suite de ça, Monsieur Prieuré a quand même, alors je n'ai jamais payé les 5000 euros, je n'avais pas l'argent. Et puis un de ses collègues des Deux-Sèvres m'a fait vendre un appartement pour une TVA que je ne devais pas, et qui le savait pertinemment, puisque ce Des collègue... faux, une TVA que vous ne Ouais. devez Mais non, pas. mais ce collègue, ce monsieur de directeur des Deux-Sèvres m'avait dit dans son bureau qu'il savait que je ne devais pas la TVA, mais comme j'avais perdu au tribunal, je devais payer. Donc il a vendu un appartement, cet appartement s'est vendu, et l'avocat a fait rétention de la distribution du prix pendant un an et demi. Et à l'intérieur de la date de rétention du prix, faite par l'avocat, Prieuré, qui était aussi son client, est venu, paf, saisir une partie du prix de la vente. Et hop, il m'a chouravé 5000 euros. Alors j'ai déposé une plainte pour connivence, parce que M. Prieuré n'avait aucune raison, alors qu'il est monté en grade depuis, est un personnage considérable, n'avait aucune raison d'avoir à connaître la vente de mon appartement. Il avait fallu que parce que c'est des sommes personnelles, puisque c'est des dommages et intérêts personnels sur des procédures que j'ai engagées contre lui personnellement. Donc ces sommes personnelles, il a utilisé les, les outils professionnels à sa disposition du service fiscal pour encaisser cette somme personnelle de 5000 euros. J'avais trouvé ça pas correct, j'ai donc déposé une plainte pour Connivence. connivence. Voilà. Et j'ai perdu. Bien sûr. Évidemment. Bien Vous sûr. imaginez, pas gagné. Non, mais ça... Et donc j'étais condamné à Mais 2500 euros. vous gagnez jamais, hein. Non, jamais. Alors j'ai été condamné. Alors que vous avez raison partout, Oui, mais vous gagnez jamais. non. Alors, C'est ça le. j'ai été condamné dans cette deuxième instance à 2500 euros. Et donc ce sont ces 2500 euros que M. Prieuré. Prieuré s'apprête à saisir je ne sais trop quoi, puisque j'ai plus rien, pour se faire payer. Alors, quand même, M. Prieuré est un personnage considérable, parce que c'est donc l'ancien directeur des services fiscaux de l'Hérault, et c'est aujourd'hui quelqu'un qui est jugé vers Créteil, je ne sais pas, en région parisienne, qui a une activité considérable, qui est monté en grade. Or, quand même, ce monsieur aura encaissé personnellement 7500 euros, ce n'est pas une petite somme, après avoir quand même écrit un faux. Ah oui, comme quoi. Il a signé un faux. Alors, vous me Comme dire, oui, quoi mais le crime paie. c'est moi qui dis qu'il a fait un faux, mais pas Oui. du tout. Alors, je vous lis ce que dit, puisque ça consistait surtout à dire que le terrain était desservi par un chemin, et ce chemin n'existe pas. Donc c'est ça. Et donc, dans le document qu'il avait signé, M. Prieuré écrit que, qui avait été signé pour lui, parce que c'est décidé par son chef de service, mais en son nom. Hein, une affaire qu'il ne pouvait pas ignorer. Donc il déclare
qu'il y a un chemin. Et alors la Cour d'appel de Montpellier dit ceci: le tribunal de grande instance de Montpellier a retenu après transport sur les lieux, donc le tribunal de grande instance s'est transporté sur les lieux, qu'aucune issue vers la publique de cette parcelle n'était possible par l'impasse des Chênes Verts. Voilà, c'est-à-dire que Il n'y avait pas de chemin, quoi. Il n'y avait pas de chemin. Il n'y avait pas de chemin. Pas de chemin. Cour d'appel de Montpellier, pas de chemin. Paf. Bien. Donc c'est bien un faux qu'a fait ce monsieur. Donc en plus des conséquences que ça a sur mon patrimoine, puisque ce faux a généré un impôt complémentaire, c'est pas fini, on est en Conseil d'État, mais quand même, cet homme, c'est l'État qu'il représente dans sa version la plus Noble. Noble, absolument. C'est donc, en principe, on était élevé dans l'idée que les représentants de l'État sont des gens de qualité. Intègre, au-dessus de tout soupçon. Donc voilà un bonhomme qui donc fait un faux, signe un faux à travers son représentant, enfin la personne qui s'occupait du dossier, mais qui signait en son nom, et qui va encaisser sur ces faux. Alors la complicité du tribunal est invraisemblable. Quand les juges deviennent complices de ça, c'est incroyable. Alors, je vais vous lire une petite chose aussi qui est sur un livre dont on va parler après, mais qui est un livre absolument formidable. Je vous lis ça parce que je trouve que c'est intéressant. Articulez bien, s'il vous plaît. On s'interroge volontiers sur les raisons pour lesquelles les budgets publics européens sont en déficit chronique. Mais une des raisons au moins, la première même peut-être, en est bien évidemment l'absence totale de moralité des dirigeants actuels, leur tendance à faire passer systématiquement l'intérêt public après leur propre intérêt particulier. Le problème n'est même plus ici celui de la corruption, mais de l'institutionnalisation de la corruption. Salaire luxueux, fromage en forme de sinécure, etc. On reste dans le cadre de l'état de droit, mais qu'entend-on au juste aujourd'hui par état de droit? Voilà. Ça, c'est M. Éric Verner, dont on parlera tout à l'heure. Donc, si vous voulez, je voulais vous parler de ça parce que la décrépitude de notre société et surtout l'absence de justice, parce que c'est ça qui est le plus choquant, c'est qu'il n'y ait plus de justice, que la justice soit complice de ces gens, puisque là, on a la preuve, enfin, tout est... Et ce monsieur est encore... Et il me poursuit pour 2500 euros. Vous vous rendez compte? Je lui ai donné 7500 euros d'argent de poche pour avoir fait un faux. Ah. Pourquoi? Parce que moi, je suis un pauvre mec de contribuable et que lui, c'est un noble des services fiscaux, c'est un noble monsieur Prieuré de Bercy. Comme ça qu'on dit. Oui, de Bercy. Comte de Bercy. Ouais. Monsieur Prieuré, comte de Bercy. Attendez, voilà. Donc je voulais vous dire ça. Je trouve que c'est épouvantable. Oui, c'est un peu malheureux. Quoi. Épouvantable. Oui, mais enfin, on est quand même habitué à ce que lorsque l'on va au tribunal pour des problèmes fiscaux, on est quand même habitué à perdre, même si on a raison. Il est vrai qu'il y a quand même une certaine complicité de toute la machine judiciaire. On est en plein dedans, parce que là, si vous voulez, cet homme est blanchi d'une falsification par la même justice qui reconnaît sa falsification. Qui reconnaît que c'est voilà, qu'il y a un faux, qu'il n'y a pas de chemin. Donc il déclare qu'il y a un chemin, il n'y a pas de chemin. Et il déclare qu'il y a un chemin quand même pour me piquer plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est-à-dire qu'il fait un faux pour me voler au nom de l'État plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, ça nous amène dans l'actualité d'aujourd'hui. Oui, mais c'est justement parce qu'il fait beaucoup de choses comme ça que il a un avancement au bout du chemin. En plus de vos 7500 euros. Oui, peut-être, je ne sais pas ça. Je ne sais pas ça. En tout cas, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est au-dessus de tout soupçon. Et aujourd'hui, on est obligé de reconnaître que l'indélicatesse de l'État, le pillage par l'État, est quelque chose qui peut pas être le pillage par les agents de l'État. Le pillage par les agents de l'État, oui, le pillage par les agents de l'État au nom de l'État est quelque chose qui est entériné par la justice au détriment du droit, mais d'une manière honteuse, carrément. Mais quand vous allez au tribunal, vous le voyez. Enfin, ces gens nous prennent vraiment pour, excusez-moi, mais ils nous prennent pour de la merde. Mais vraiment, nous sommes des sous-hommes. Voilà. Les travailleurs, les entrepreneurs sont des sous-hommes. Quand il s'agit du fisc, surtout.
quand il s'agit de Oui. l'État, en règle Oui, oui, générale, oui, pas oui. que du fisc. Là, il s'agit du fisc. Avant-hier, j'étais à une réunion de Claude Reichmann pour le RSI, c'est pareil, pour toute la Ah oui. réglementation, mais pour tout, ça n'est pas que pour le fisc. C'est pareil sur la route, c'est pareil pour tout. Vous avez d'un côté les seigneurs qui sont les fonctionnaires employés de l'État, et vous avez nous qui sommes les serfs, qui sommes des sous-hommes. Nous sommes des sous-hommes, c'est tout. Hein. Eux n'ont pas appliqué les lois qu'ils font pour eux. Non, bah ça, surtout Vous pas. imaginez que si monsieur Prieuré hérite de sa maman, d'une maison quelque part, jamais personne va aller lui demander s'il y a un chemin qui aboutit dans son terrain. Ça n'existe pas. Personne ne lui demandera ça. Voilà. Alors on en revient à un truc d'actualité qui est passé un peu sous silence, que je trouve peut être très intéressant. C'est le procès de monsieur Oskar Groning. Alors monsieur Oskar Groning était le comptable d'Auschwitz. Ah oui, oui, oui. Il a été le comptable d'Auschwitz. 92 ans. 92 ans. Il a été le comptable d'Auschwitz pendant 2 ans. Donc il a été un jeune SS comptable d'Auschwitz. Et on n'en parle pas alors que je trouve que c'est la partie la plus emblématique de ce meurtre des Juifs dont le but initial était le pillage. Donc on en revient quand même toujours à cette notion de pillage, c'est-à-dire que les Allemands, enfin pas que les Allemands d'ailleurs, en règle générale, Oui, une grande partie de l'Occident était favorable au pillage des Juifs, réputés pour détenir l'argent mondial. Bon. Donc les Juifs détenaient l'argent mondial, soi-disant. À partir de là, on les pille. On les pille à grande échelle. On les pille d'abord en les éliminant, enfin en les éliminant des activités, en leur interdisant des activités, on leur prend leurs biens, et in fine, on les amène donc à Auschwitz, où on va les détruire, mais avant de les détruire, on leur prend leurs biens. On leur prend ce qui leur reste. On leur prend les petites choses qu'ils ont pu amener. Tout. Les dents en or Oui, non, qu'ils n'ont ça, pas, c'est pas pu enlever. Non, mais on leur prend le peu qu'ils ont amené pour partir, on leur prend leurs valises, leurs vêtements, Bien on sûr. leur prend tout. On leur prend tout. Et il y a un comptable. C'est-à-dire que je dirais que c'est le bout du bout. Donc le procès de cet homme... C'est administratif, en fin de compte. Ah mais c'est le bout du bout. Ce procès devrait être exemplaire parce qu'il est emblématique. Eh bien non, il a fait quelques lignes, on n'en parle déjà plus. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que comme quoi il y a vraiment une chape de plomb. On n'a pas le droit de parler du bien de notre argent, de l'argent des autres, de notre possession, de la propriété privée. On n'a pas le droit d'en parler. Parce que même les victimes, puisque de son âge, il y a quelques victimes qui sont venues et qui ont dit « Oh, ben il se repent. Oh, ben quand même, c'est déjà pas mal. » Non mais attendez, de quoi il se repent? On ne peut pas se rependre d'une chose comme ça. Vous ne pouvez pas vous rependre d'avoir été jusqu'au dernier moment, voler les derniers lacets, les chaussettes, enfin les dernières choses des gens, les voler, les dépouiller jusqu'au dernier moment. On peut se rependre, c'est pas possible. Bon, voilà. Alors donc vous croyez que les agents des impôts vont se rependre de vous piller? Non, c'est ça. Non, mais c'est ça le phénomène de société. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que là, mais il y a une espèce d'interdit de posséder le fruit de son travail économique, qui est le capital, l'outil, la possession de l'outil économique qui est le capital, qui est indispensable. C'est enlever le capital à quelqu'un qui s'occupe d'économie, c'est comme enlever son tracteur à un agriculteur, c'est enlever les moyens. Et si vous voulez, il y a une espèce de chape de plomb sur le capital qui vient de la religion catholique, qui vient du communisme, qui vient du socialisme, qui vient de tous ces gens bien pensants, qui dit on ne parle pas d'argent. Voilà. Alors, avant, les catholiques disaient on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de cul, non, de sexe. Alors les socialistes, ils ont remplacé on ne parle toujours pas d'argent, encore moins que les catholiques. Par contre, le sexe, ça, tout ce que vous voulez, tout est permis, tout est autorisé, nos problèmes. Bon, on peut considérer que c'est un progrès, mais le sexe sans argent, c'est pas si facile que ça à partir d'un certain âge. Oui, parlez-en à DSK. S'il n'avait pas d'argent. Ouais. Donc ça veut dire que, non, c'est-à-dire que ces interdits, c'est la catastrophe, c'est ce qui génère toutes les tensions, tous ces interdits, ça génère des tensions, ça enfin, c'est épouvantable, quoi. Voilà ce dont je voulais un petit peu parler aujourd'hui. Bien. Votre livre alors, parce que l'heure tourne. Alors le livre,
c'est un livre très intéressant. Ça s'appelle L'avant-guerre civile. Voilà. L'avant-guerre civile, c'est un livre qui a été écrit par M. Eric Werner. Ce monsieur, alors ce livre, il est sorti en 98. Il est sorti en 98, et ça, c'est une réédition dans laquelle il dit en préface qu'il n'a rien touché, qu'il a laissé le livre tel qu'il était. Alors 98, ça nous fait quand même 17 ans. Oui. 17 ans, et effectivement, c'est un livre très intéressant. C'est un livre très intéressant dont le sujet est de dire... C'est très intéressant. Alors, c'est un livre sur la guerre, et le sujet, il part des ouvrages anciens, parce que c'est ce monsieur est un intellectuel, un érudit, voilà. Hein. Donc il parle du livre de Clausewitz, qui était un stratège du début du 19e, 1800, quoi. Hein. Et donc il explique que sa théorie, c'est de dire les guerres sont incontournables parce que ce sont elles qui sont le ciment des sociétés. C'est-à-dire que les gens dans une société sont tellement différents que la seule chose qui les réunit, c'est d'avoir un ennemi commun. Sans quoi, s'il n'y a pas un ennemi commun extérieur, ils finissent par se crêper le chignon à l'intérieur. Oui, ça les soude. Une guerre extérieure les soude. Alors il explique la nécessité des guerres pour ça, mais aujourd'hui, évidemment, ça se complique un peu, puisqu'il n'y a plus tellement de guerres extérieures, ça se passe. Alors il explique ça par... Donc on va se crêper le chignon. Ouais, c'est ce qu'il dit. Alors, c'est quand même très très intéressant psychologiquement. Moi je trouve que c'est vraiment très intéressant. Par contre... alors, il en arrive au point de non-guerre, il en arrive à l'idée que les politiques nous amènent nous amènent à être les uns contre les autres, parce que justement, ça évite la guerre. C'est-à-dire à partir du moment où on est tous en lutte contre tous, à partir du moment où il y a un grand nombre d'antagonismes au sein de la société, ça empêche la transformation de ces antagonismes en guerre. Donc, il nous dit que... c'est-à-dire que si on ne se bat pas à l'extérieur, on se bat à l'intérieur. Oui, et pour pas qu'on se batte, il faut finalement que les particularismes de chacun puissent s'extérioriser suffisamment et presque à la limite du conflit, mais sans que ça tombe au conflit. Bon, c'est très intéressant. Ce que je trouve dans ce livre, qui est tout à fait étonnant, et c'est là que ça aussi, on revient sur le tabou, c'est que dans cette théorie de dire, pour que les gens ne fassent pas la guerre, il faut qu'ils s'affrontent constamment de temps en temps. Et entre nous, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour s'affronter de temps en temps, pour rentrer en compétition sans finir par la guerre, que l'économie? Parce que l'économie, c'est la compétition, c'est ce qu'on appelle la concurrence. Donc chacun se bat pour cette concurrence, et ça finit jamais sur la guerre. On n'a jamais vu un commerçant faire la guerre à son voisin. Ça n'existe pas. L'économie me paraît un bon système pour éviter la guerre. Et bien dans ce livre, qui parle de la guerre, de toutes les manières de la déclarer, de ne pas la déclarer, qui est vraiment intéressant intellectuellement, cet homme est un homme de qualité, eh bien non. Il évacue le monde économique et il le traite même de fauteur de guerre. Alors, ce que je trouve complètement faux, le monde économique n'est jamais fauteur de guerre. Il arrive que les États fassent la guerre quand ils s'allient à certaines puissances d'argent, mais qui ont déjà trahi l'économie, puisqu'elles se sont alliées à la force, parce qu'il reconnaît que l'État est seul dépositaire de la force. Voilà, donc je trouve ce livre assez intéressant, même très intéressant. Voilà. Bon. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Écoutez, on était assis confortablement. Oui. Bon, il manque un peu de café. Hein, oui, ben ça va venir, ça va venir. La tasse de café ou de thé a manqué. Ouais, ça va venir. Bon, ben écoutez, on vous dit à bientôt. Alors. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.